Et si je vous disais que la langue anglaise est plus française que vous ne le pensiez? Certains linguistes pensent même que, en fait, l'anglais devrait être rattaché à la branche des langues hybrides germano-romanes, parce que depuis 1066 environ et les conquêtes normandes, la langue française a fortement influencé la langue anglaise d'un point de vue lexical, mais aussi phonétique et syntaxique. À l'inverse, les défenseurs de l'anglais comme langue germanique, puisqu'à la base l'anglais est une langue dans la famille des langues germaniques, pensent qu'en fait c'est seulement une poignée des mots du vocabulaire de base qui viennent du français, mais que la vaste majorité des mots qui sont empruntés au français, ce sont des mots plus scientifiques, plus académiques. Mais de toute façon, peu importe la classification, on estime aujourd'hui qu'entre 30 et 45% des mots anglais viennent du français. Ça représente environ 80 000 mots. Et parmi ces 80 000 mots, il y a entre 10 et 40 000, donc c'est vraiment pas du tout précis, mais une certaine quantité qui sont très souvent utilisés et faciles à reconnaître, et même un tout petit peu moins de 2000 qui sont exactement identiques d'un point de vue orthographique en tout cas. On retrouve, comme vous devez le savoir, des mots français en anglais dans le vocabulaire de la cuisine, avec menu, menu, ou beef, ou macaron, croissant, etc. Les mots de la politique, les mots du droit, comme government, gouvernement par exemple, court, la cour, marriage, mariage, etc. Aussi des mots de l'art et d'autres domaines vraiment spécifiques. Et à l'inverse, le français emprunte des mots à l'anglais, comme par exemple football, ou alors même des mots qui sont à consonance anglaise ou qui sont des mots anglais, mais qui ne sont pas du tout utilisés dans le même contexte et pour la même signification. Par exemple, parking, c'est a car park, ou un endroit pour stationner les voitures. Alors qu'en anglais, parking, c'est l'action de to park, en fait. J'ai une anecdote assez intéressante que je partage souvent avec mes élèves qui aiment parler d'étymologie et d'origine des mots. Je l'ai entendu dans un podcast que je vous mettrai dans la barre de description. C'est un podcast de France Inter qui explique en fait que certains mots qu'on pense venir de l'anglais viennent du français, sont arrivés en anglais et revenus en français. On a l'exemple du mot budget, budget. En français, on dit le budget, c'est-à-dire comme en anglais, the budget, en fait. Et à l'origine, ça vient du gaulois, bouge, et ensuite de l'ancien français, bougette. Et c'était, si vous vous représentez un petit sac en cuir, une sacoche en cuir, qui contenait des pièces de monnaie. Les Anglais, quand ils sont arrivés en France à plusieurs reprises, des siècles plus tard, je veux dire après la Gaule, je veux dire, ont trouvé ce mot, bougette, budget, ils l'ont lu avec leur phonétique à eux, et ensuite c'est revenu chez nous en France, budget. Donc des exemples comme ça, il y en a évidemment des tonnes, mais je trouve toujours l'anecdote super intéressante pour les personnes comme moi qui s'intéressent à ça, l'origine des mots et l'évolution du lexique. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en apprendre plus, j'ai un super podcast en français dans la barre de description. J'ai oublié de me présenter, mais bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne. Et sur cette chaîne, je vous partage mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou en découvrir les spécificités si vous en débutez tout juste l'apprentissage. Donc aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails des échanges linguistiques entre le français et l'anglais, mais on va parler d'une problématique qui est vraiment plus concrète, à savoir ce qu'on appelle les faux amis. Donc tous ces mots qui partagés entre l'anglais et le français, donc ça fait partie des 30 à 45% que je mentionnais au début, et qui n'ont pas, donc voilà, c'est des mots qui se ressemblent vraiment, ou sont même identiques parfois, mais qui n'ont absolument ou presque pas le même sens, et donc ça peut causer des situations un peu cocasses, des malentendus quand on les emploie mal, en fait. Quand on les emploie en pensant que ce sont des calques exacts entre l'anglais et le français. Ça, c'est une situation, alors ça ne m'arrive qu'avec des anglophones natifs, en fait, parce que les germanophones n'ont pas forcément ce réflexe de calquer
des mots anglais sur le français et inversement, puisque les anglophones, en général, ils ont vite compris qu'il y avait beaucoup de mots qui sont très très similaires entre l'anglais et le français, et peut-être qu'avec un peu de chance, ça peut passer. Parfois, ça marche pas. Et en fait, souvent... Ah non, parfois ça marche pas. Donc je vais vous lister une vingtaine, 20 faux amis. Il y en a d'autres, mais c'est ceux que j'entends vraiment le plus souvent de la part de mes élèves anglophones, natifs en tout cas. Et je vais pas vous parler de librairie, parce que je pense que tout le monde le connaît celui-là, ou en tout cas si vous le connaissez pas, library c'est une bibliothèque. En français on peut emprunter des livres. Une librairie c'est bookshop, on achète des livres. Voilà, ça c'est un exemple typique. Mais on parle pas de librairie, de library tous les jours. Donc dans la liste que je vous propose, il y a des mots qui sont plus quotidiens, on va dire, que la librairie. Et à la suite de ça, vous le savez maintenant, si vous regardez mes vidéos souvent, je propose un exercice pour vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc ici, il s'agira de corriger une mauvaise utilisation des faux amis, en fait. Faux amis numéro 1, le classique, c'est actuellement et actually. Actuellement, c'est currently. Actually, en fait, en réalité. Ensuite, numéro 2, une affaire, un affaire. Une affaire, c'est un business ou un matter. Un affaire, c'est une relation amoureuse ou une liaison. Numéro 3, assister, to assist. Assister, c'est to attend, be present. To assist, c'est aider, en fait. Parfois, on peut dire assister quelqu'un dans le sens de aider, mais la façon dont c'est souvent utilisé à tort, c'est parce que la personne veut dire aider, mais elle dit assist. Numéro 4, attendre, to attend, dans le même veine, parce que attendre, c'est to wait, to attend, c'est assister, participer à quelque chose, être présent, aller quelque part, dans un endroit fréquenté même. Ensuite, on a la particularité de ce mot, c'est que c'est quasiment le même mot, c'est brillant et brilliant, à la différence près que en anglais, on a un i en plus, après le double L. Donc il y a une légère différence orthographique. Et brillant, c'est intelligent, intelligent, ou shiny, qui reflète la lumière, brillant. Et brilliant, on dirait plutôt super ou génial ou extraordinaire peut-être. Numéro 6, un caractère, a character. Même si un caractère peut être traduit par a character et vice-versa, quand on parle des caractéristiques, l'erreur la plus fréquente, c'est d'utiliser un caractère pour dire un personnage, a character, alors qu'en fait, un caractère, c'est plutôt the nature of something ou characteristic, éventuellement, a trait, personality. On a un fort caractère, on a un bon caractère, mais dans une histoire, c'est un personnage. Ensuite, compréhensif, comprehensive. Compréhensif, une personne compréhensive, elle est understanding. Quand on parle de comprehensive en anglais, c'est plus complet, exhaustif. Numéro 8, demander versus to demand. Demander, il n'y a pas nécessairement cette idée de ordre, c'est pas très injonctif, c'est juste ask ou request. Alors que to demand, c'est vraiment ordonner, exiger. Numéro 9, engagé versus engaged. Engagé, c'est committed ou même hired, si on est engagé par une entreprise, alors que engaged, c'est fiancé. Numéro 10, éventuellement, eventually. Je pense que celui-là, je l'entends comme actuellement, actually, tout le temps. Éventuellement, c'est possibly ou potentially. C'est pas à la fin. Eventually, finalement, au final. Quand je dis éventuellement, c'est pas du tout sûr. Mais eventually, c'est au bout d'un moment. Numéro 11, je crois. Une journée, a journey. Le classique. Une journée, c'est juste a day. Le temps qui se passe entre le moment où je me lève le matin et le moment où je vais me coucher. Alors que a journey, c'est un voyage, un trajet, éventuellement. Un autre que j'entends peut-être chaque semaine, presque. Une location, a location. C'est pas du tout la même chose. Une location is a rental. Une location de vacances où vous avez loué
une maison pour les vacances ou un appartement. A location, c'est juste un endroit, un lieu, à la limite. Numéro 13. Une mémoire ou la mémoire, une mémoire, a memory. Cela, je l'ai entendu il y a pas très longtemps. Une mémoire, ou en tout cas la mémoire, c'est the memory. Mais la façon dont c'est utilisé souvent par les anglophones à tort, c'est parce qu'ils veulent dire a memory, un souvenir. C'est juste un moment spécifique dont on se souvient. 14, je crois. On a passé un examen et to pass an exam. Très bizarre, mais passer un examen, c'est juste que vous take an exam. Vous n'avez pas la notion de réussite quand vous passez un examen. Vous avez juste fait l'examen. Alors que to pass an exam, vous avez réussi l'examen, vous avez été reçu à l'examen. On continue, on est bientôt à la fin, alors accrochez-vous. Prétendre, to pretend. Je pense que là, on peut vraiment voir un très très fort rapprochement entre les deux significations, mais prétendre, c'est to claim something ou to say that something is true, alors que to pretend, c'est faire semblant, to fake, to pretend. She said something that is not exactly true. C'est pas la même chose, mais moi je vois un lien quand même entre les deux. Numéro 16. Dans le même style que pretend, prétendre. Prévenir, prevent. Prévenir, c'est to give notice, to let somebody know. To warn, même. Et to prevent, c'est empêcher ou éviter. Numéro 17, on est bientôt au bout. On a rester et to rest, aussi très classique. Rester, c'est to stay, to remain. To rest, alors pareil, on peut voir un lien quand même dans la signification parce que to rest, c'est se reposer. Donc on reste tranquille. Numéro 18, résumer, to resume. Résumer, to summarize, to sum up. To resume, reprendre, recommencer, se remettre à. Numéro 19, une réunion, a reunion. Une réunion, vous le savez peut-être si vous avez un petit niveau de français. Un meeting, a meeting. En français, on peut dire un meeting maintenant. Alors que a reunion, c'est des retrouvailles. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et enfin, le dernier, une sentence, a sentence. C'est moins souvent, mais beaucoup de personnes utilisent le mot sentence en pensant que ça marche en français. Une sentence, c'est le tribunal c'est le juge qui pose la sentence, c'est un verdict, un jugement, voilà, de tribunal. Alors que sentence, c'est tout simplement une phrase. Alors oui, on peut dire aussi a sentence pour une sentence, mais encore une fois, c'est l'utilisation dans la vie quotidienne qui marche pas. Quand on dit une sentence pour une phrase, voilà, c'est de ça que je veux parler. Voilà la liste. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez appris des nouveaux faux amis aujourd'hui dans cette liste? Et existe-t-il des faux amis entre le français et votre langue maternelle, donc que ce soit l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien, le russe, que sais-je? Et pour finir, aujourd'hui, on va faire un petit exercice. Donc je vous propose 10 phrases où les faux amis sont mal utilisés et je vous donnerai du temps pour corriger ma phrase, corriger l'utilisation du faux ami en question et je vous donnerai la réponse ensuite. Phrase numéro 1. Mon caractère préféré dans Harry Potter, c'est Hermione Granger. Mon personnage préféré. Numéro 2. Sophie et Thomas sont engagés depuis 2 mois. Ils vont se marier l'été prochain. Sophie et Thomas sont fiancés depuis 2 mois. Numéro 3. J'ai une mémoire incroyable de mon enfance quand je jouais dans le jardin de mon grand-père. J'ai un souvenir incroyable de mon enfance. Numéro 4. Il faut attacher son vélo avec un antivol pour prévenir le vol. Pour éviter le vol ou empêcher le vol. Numéro 5. On résume la réunion dans 10 minutes, après la pause. On reprend la réunion dans 10 minutes après la pause. Numéro 6. Ce film était brillant. On a passé un bon moment. Ce film était génial, ce film était super. Numéro 7. J'ai attendu l'université de la Sorbonne pendant 4 ans. Non. J'ai
Fréquenter l'université de la Sorbonne ou je suis allée à l'université de la Sorbonne. Numéro 8. Cette location est magnifique pour la séance photo. Cet endroit est magnifique. Ce lieu est magnifique. Numéro 9. Actuellement, je préfère aller me coucher. On regarde le film demain? En fait, je préfère aller me coucher. Et enfin, numéro 10. Notre journée en Italie a duré 2 semaines. Impossible, une journée qui dure 2 semaines. Notre voyage en Italie a duré 2 semaines. Alors, sur 10, vous en avez eu combien? Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres faux amis entre le français et l'anglais. Et ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!